Décidément, il semble que la politique, ça soit un peu Ushuaïa, mais il semblerait que depuis fin août, ça l'est beaucoup moins. Et oui, Nicolas Hulot a démissionné. Je vois des mines assez ambiguës d'ailleurs autour de la table. Alors Nicolas Hulot a démissionné du gouvernement Macron après 15 mois passés à la tête du ministère de la Transition énergétique. Vous me corrigez, messieurs, pour cette émission de rentrée. Peut-être suis-je un petit peu rouillé. Et donc, puisqu'on parle de rentrée, on peut parler un petit peu de vacances. Je sais que ma femme et moi, lorsqu'on randonne, et lorsque la randonnée prend des allures un petit peu extrêmes, et qu'on fait des azimuts brutaux, nous avons coutume de dire, tiens, là, on va faire du Ushuaïa. Alors, je ne sais pas, vous, autour de la table, et nous, vous qui nous écoutez ou qui vous nous regardez, si cet épisode politique qui a fait grand bruit est susceptible de nous encourager dans nos engagements respectifs, c'est-à-dire qu'on met la main à la pâte, on rentre dans l'arène, appelez ça comme vous voulez, que ce soit bien sûr sur le plan politique, et il y a un peu d'expérience autour de la table, je crois, que ce soit bien sûr dans des engagements autres. Est-ce que ça doit nous encourager? Est-ce que ça doit nous décourager? Et est-ce qu'on doit se laisser aller à dire c'est incroyable quand même, la politique, c'est quand même dégueulasse, et ils sont tous pourri. Voilà, alors pour nous éclairer sur ce sujet aujourd'hui et pour inaugurer cette saison 2 de notre émission Éclairage, mon équipe habituelle, plus âgée de quelques mois et bronzée un petit peu plus, je vois, nous avons autour de la table notre équipe habituelle, c'est-à-dire David en face de moi. Bonjour, voilà. Content de revenir. Et puis Bernard à côté. Tout pareil. Bonjour à tous. Hello. Et Marc à ma droite. Bonjour. Voilà. Bon, alors pour Bonjour commencer Philippe, tout de même. suite, oui. Ouais, moi je suis toujours là, ça y est. Pour commencer une réponse relativement rapide, au risque d'être simpliste, à une question à laquelle un article de Slate.fr d'ailleurs a répondu. D'après nous, Nicolas Hulot a-t-il eu raison de tenter le coup, c'est-à-dire en rentrant dans le gouvernement Macron, sachant que ce n'était pas sa première expérience tout à fait politique, donc c'est pas un novice pour moi quand on regarde sa biographie. En tout cas, il n'était pas tout à fait novice. Et a-t-il eu raison de sortir? Voilà. Allez, rapide tour de table. David, c'est parti. Alors, il a eu raison de rentrer. D'après toi, je pense. Enfin, c'est lui qui le juge. À mon avis, il a le plus d'éléments que moi pour vraiment savoir si c'était le bon moment. Mais je pense qu'il a dû sentir que un jeune président, un peu neuf, peut-être pouvait faire cette inclinaison de vraiment d'un modèle économique et tout ça. Enfin, c'est quand même une transition complexe pour arriver à ne pas faire une révolution, mais une vraie transition. C'est-à-dire sans souffrance extrême, mais quand même en arrivant au but pas trop tard. Donc je pense qu'il y a cru, et je pense qu'il a décidé à un moment donné que ça ne valait plus la peine. Et pourquoi? Alors, je pense qu'il y a quelques indices qui sont que il en a beaucoup discuté cet été, disait-il. Et je pense qu'il espérait vraiment qu'il allait y avoir une impulsion à la rentrée, et cette impulsion, il l'a pas sentie. Et là, je pense qu'il s'est senti trompé fortement. C'est-à-dire qu'en fait, plus personne n'y croyait, mais personne ne voulait lui dire. C'est un peu comme ça qu'il y a cru. J'ai l'impression qu'il a ressenti la chose. Très bien. Merci David. Bernard, a-t-il eu raison, a-t-il eu tort? Il a eu raison d'y aller. Je pense que dans bon nombre de cas de figure, la politique de la chaise vide n'est pas la bonne. Intéressant. En plus, ça faisait partie d'une construction qui voulait faire la part à des personnes non politiques, donc des gens de la société civile. Donc il avait là une porte d'entrée, mais j'allais dire pour aller dans le sens de l'image, elle s'est un peu refermée sur ses doigts. Et il s'est retrouvé incapable d'agir puisque ses doigts étaient restés coincés dans la porte. Waouh! C'est pour ça qu'il est parti. Il a dû rouvrir la porte pour reprendre ses doigts quand même. C'est échouaille, quoi. Aïe, aïe, aïe. Marc. Que tout ça est douloureux. Oui. C'est la rentrée des classes, c'est la rentrée. Moi, je me dis une nouvelle fois quel échec pour le politique. Et j'en suis très triste et ça me pose énormément de questions sur notre manière de vivre, notre citoyenneté, notre manière de vivre, la confiance que l'on fait à ceux que l'on élit, puisque c'est nous qui les élisons, et sur la capacité du politique à pouvoir changer le cours des choses, et en particulier la manière de vivre en société. Alors, pour Nicolas Hulot, oui, je crois qu'il a eu raison. Je crois qu'il a eu raison parce que c'était l'espoir avec Macron qu'il y ait la possibilité de vivre différemment
le politique et la politique, de pouvoir aussi prendre des axes de profond changement de notre société. Le résultat, et j'étais très marqué par mes amis du collectif anti-GCO qui ont été reçus au mois de juin par Nicolas Hulot et qui, au retour, me disaient c'est terrible. On a trouvé un homme totalement isolé et seul, dans sa manière même de travailler. Et je crois que cet isolement-là, pour lui, lui est devenu insupportable. Et que ceux en qui il l'espérait l'ont laissé tomber, faut être clair. Il n'y avait pas d'autre solution, comme il le dit, si ce n'est de se pervertir lui-même que de démissionner. Ok, pour ma part, je pense que je comprends pourquoi il a tenté le coup. Sans avoir, à mon avis, avoir eu beaucoup besoin de le faire, parce que pour moi, il avait l'argent, la gloire, peut-être pas tout à fait le pouvoir, mais je le pense vraiment sincère dans le fait qu'il ait quand même tenté le coup après quelques petites expériences d'hommes envoyés par des présidents précédents, et j'ai bien entendu les raisons de son départ, la fidélité à soi-même, à un moment donné, et moi en tant que coach, c'est clair que ça me parle, et donc je comprends aussi ce départ, oui, tout à fait. Philippe, même si ça me fait dire que peut-être c'est un pur parmi d'autres. Je ne sais pas s'il est pur, mais il y avait quand même une cohérence chez lui. Absolument. C'est lui qui a porté la COP21. C'est lui qui était derrière pour essayer de faire que ce soit un temps de réussite, un temps de transformation porté sur le plan international. Et il s'est dit, oui, il y a quelqu'un comme Macron qui me donne la possibilité, a priori, de pouvoir le mettre en œuvre. Le résultat est catastrophique. Moi, je crois vraiment que le résultat est catastrophique. Oui, parce que moi, je trouve que c'est tragique dans le sens où, effectivement, on a eu une COP21 qui se fait à Paris, dans lequel il a eu un rôle très important. Et on est à un moment où les États-Unis sont en pause brusque et difficile sur le plan de l'environnement avec un Trump climato-sceptique, et où il y avait un président qui semblait vouloir faire le vrai en même temps et renouveler les choses, et il s'est dit mais c'est la fenêtre vraiment pour que la 5e nation du monde puisse vraiment non seulement modifier sa propre organisation, mais même emmener le monde avec, parce que il s'agit toujours de se poser la question, est-ce qu'on est en train de se priver pour les autres, ou est-ce qu'on va faire le geste inaugural qui va emmener tous les autres pour que tout le monde soit solidaire. Et là je pense qu'il a eu cette étincelle d'espoir de se dire on va arriver dans ce pays-là à un moment critique, on va arriver à faire la bascule vers vraiment cette transition. Okay. Et là, j'écoutais des interviews qu'il faisait avant d'être ministre, et quand il parlait des solidarités et tout ça, il disait effectivement il y a des bascules comme ça qui peuvent se faire. Et je crois que lui a vraiment la peur, comme tout le monde, qu'à un moment donné on fasse la bascule dans le mauvais sens, c'est-à-dire qu'à un moment donné ça s'effondre, que les antagonismes et les égoïsmes gagnent sur la solidarité, et qu'on renonce et qu'on subisse les événements. Et là il y a cru, mais peut-être qu'il y a encore d'autres bascules qui vont se présenter à nous, mais en tout cas celle-là, il a été très déçu de constater que elle n'a pas marché, alors que il y avait quand même un bel effet de levier. On va en tirer quelques leçons, Marc. Je ne peux pas m'empêcher de parler de la convergence qu'il y avait, qui a été étroite un temps entre Nicolas Hulot et le pape François, en particulier au moment où le pape François a sorti son encyclique sur Laudato Si, et qui parlait de nécessité de conversion. Et sur un plan politique, Nicolas Hulot a été celui qui a espéré, qui a tenté à l'intérieur même de l'appareil politique de convertir, de dire on peut faire des choix, ils seront compliqués, ils vont être sur la durée, mais on peut faire des choix qui rompent avec une certaine vision de la croissance dont on sait que l'échec vis-à-vis de la planète est évident. Et cette conversion, il n'a pas réussi à l'obtenir. Ce qu'il dit quand même très clairement, c'est que parmi l'ensemble des membres du gouvernement, il s'est retrouvé totalement solitaire, et que personne dans le quotidien de la gestion des portefeuilles qu'ils avaient au niveau du gouvernement n'ont été capables de dire on prend ce paradigme-là comme essentiel dans les choix à poser pour demain. Il dit aussi qu'ils se sont isolés dans la société, et pas juste au gouvernement. En tout cas, il a fait 2 allusions sur le fait, mais il y a qui derrière moi? Est-ce qu'il y a une société derrière moi? Est-ce qu'il y a une force politique derrière moi? Ça fait mal. Ouais, ça fait mal. Ça fait très, très, très mal. Ça fait mal. En plus, excuse-moi, je prends la parole, mais en constatant en plus que sur Internet et tout ça, à chaque fois qu'il y avait un échec ou une défaite, on lui attribuait sur le glyphosate, tout ça, et on était très dur, on réclamait constamment sa tête. Et quand des écologistes écrivaient ça comme ça,
n'essayez pas de comprendre, juste juger et tout ça. Je trouvais ça très douloureux de perdre comme ça tous ces soutiens simplement parce que on est dans la tempête un peu seul. Et on est dans l'arène et les autres sont dans les gradins, c'est pas pareil. Ouais, c'est ça. Bernard? Moi, je dirais qu'il y a eu en plus cet épisode de cette dernière réunion à propos du droit de la chasse, qui a servi un peu de catalyseur. Oui, voilà. Je trouve aussi parce non, que c'est un catalyseur, en lisant la lecture du mec de la chasse, bon, on peut un peu relativiser l'importance de l'incident. C'est là où je parle de catalyseur. Oui, okay. Il y avait tout un ensemble de situations qui étaient déjà délicates et difficiles à vivre pour lui dans son intégrité, dans son sa droiture personnelle par rapport à ses convictions, ses engagements, on en a parlé, et qui date pas de l'élection de Macron, hein. On se souvient tu parlais de Ushuaïa en référence au magazine télé, qu'on a tous peut-être vu, et puis sa fondation aussi, qui œuvre énormément pour ce changement d'habitude, de fonctionnement. De paradigme, je voulais le placer, donc ça y est. Voilà. C'était le défi du jour, oui, je pense. Tout à fait. Il y avait Courgette aussi, mais... Celui-là aussi, tu l'as réussi. Non, mais je veux dire par là, il y avait tous ces facteurs-là qui étaient là, et cet épisode de la chasse est venu faire en sorte que la réaction chimique se produise, et puis qu'ils disent bon ben voilà. Illustrer son isolement. Hein, voilà. C'est ça. Il y a juste une chose moi que j'ai beaucoup aimé dans un entretien, dans des témoignages qui ont suivi l'annonce de sa démission, les gens qui travaillaient avec lui dans son ministère. Il leur a dit, parce qu'il l'a annoncé à la radio, sans en avoir parlé à personne, devant Léa Salamé qui n'en croyait pas ses oreilles. Oui. Et puis alors ils étaient on pourrait parler de ça après, mais c'est pas le. Quoi, de Léa Salamé? Non, okay, de France Inter. Il est allé ensuite en parler à ses équipes, et il a dit je vous en ai pas parlé parce que si j'avais croisé vos regards, vous m'auriez fait changer d'avis. Donc quelqu'un qui dans la relation humaine avait quelque chose de très fort, valorisé celle-là à un degré très élevé, et là il s'est retrouvé face à des gens avec qui visiblement ça n'était plus possible. Avant qu'on voit quelques leçons ensemble, Marc. Philippe, tu parlais d'isolement qui n'était pas un isolement uniquement politique, mais aussi un isolement dans la société, au niveau du citoyen. Je crois que c'est une question essentielle. L'échec, si on peut parler d'échec de Nicolas Hulot, je crois que c'est pas l'échec de Nicolas Hulot, c'est l'échec d'un système. Aujourd'hui, montre combien il y a un écart, à mon avis, de plus en plus important entre l'idée qu'on se fait pour l'autre et la manière de pouvoir l'appliquer pour soi. C'est-à-dire que la réalité, c'est que l'appel d'une transition exige qu'on change nos propres comportements. Et on est tous d'accord pour dire il faut que ça change, il faut que l'autre change. Comment je me change ? Comment je me convertis ? Comment je suis amené à avoir une autre approche de ma manière de vivre ? De dire ça... Et de conduire. Et de conduire et de faire tout ce que l'on veut. Ça, je vais arrêter parce que, finalement, ça n'apporte rien comme âme à ma vie. Et puis 2, c'est catastrophique pour l'avenir du collectif que forme la planète. Cette question-là, c'est une question... J'ai été élu politique. J'aimerais qu'on en parle J'ai eu dans des un instant, responsabilités politiques dans une ville de Seine-et-Marne, Nemours, comme 2e adjoint. Et je peux vous assurer qu'une des grandes difficultés, c'est quand il y a des arbitrages à faire. Et les arbitrages, ils sont sur tous les plans et bien sûr, ils ont des conséquences économiques. Est-ce que tu dis arbitrage pour pas dire compromis ? Non, des arbitrages. Okay, d'accord, je maintiens des arbitrages. Très bien. C'est-à-dire que quand on a une enveloppe budgétaire, elle ne peut pas être plus large que ça parce que on ne peut pas dépenser ce que l'on n'a pas. Et que on se dit où on met l'argent, quel choix on fait, et que on fait un choix et qu'on sait que ce choix-là, eh bien, il va être à supporter d'une certaine manière sur certains aspects de la vie des citoyens. Et pas, je peux vous dire qu'il faut être excessivement courageux, où que l'on soit, à quelle échelle politique que ce soit, pour dire on fait ce choix-là parce que c'est un choix qui sur la durée doit porter. Mais dans le quotidien, vous vous ramassez des baffes comme c'est pas possible. Ok. Alors à propos de baffes et de leçons, puisque le thème aujourd'hui, enfin l'axe central n'est pas de discuter de l'écologie politique, parce que sinon on y passerait plusieurs semaines, mais bien de voir dans quelle mesure cet épisode nous encourage ou devrait nous décourager, en tout cas nous donner des leçons pour tous ceux et celles qui ont eu ou qui
ont l'intention de s'engager, de mettre les mains dedans, dire punaise, moi aussi, je veux rentrer un petit peu dans l'arène. Donc, quelles sont les leçons à tirer de cet épisode, puisqu'a priori, en tout cas en termes de personnage, il avait plein d'atouts de son côté quand même. Hein. Donc, moi, il y a une part de moi qui est un petit peu découragée quand même. Je dis punaise, il y avait bien un mec qui avait a priori les atouts pour, et notamment une intégrité personnelle apparemment. C'était bien Nicolas Hulot, quoi, en plus de sa notoriété. Et numéro 3 du gouvernement dans le protocole, personnage politique a priori préféré des Français, derrière Omar Sy, mais Omar Sy n'est pas un personnage politique, pas pour l'instant en tout cas, je crois. Voilà. Donc quelles leçons tirer en termes d'engagement et de désengagement, et notamment tirer de nos expériences personnelles. Marc vient d'évoquer d'ailleurs la sienne, on va lui redonner la parole dans un instant. David, qu'est-ce que tu répondrais, puisque toi, je sais que tu as déjà mis la main dedans, quoi. Hein. Oui, j'ai déjà mis la main bras, dedans. je ne sais pas. En fait, dans la défense d'une idée et après essayer de sa mise en œuvre, que ce soit sur le plan politique, là j'ai pas une grande expérience de la mise en œuvre, mais par contre sur le plan associatif, moi comme d'autres, on a tout ça, c'est-à-dire en fait là on a une idée très forte qui va un petit peu au-delà de simplement le consensus, et on essaye d'avancer. Et moi, quand je repense à ça, et je repense à cet épisode de gouvernemental, vraiment à cette question de l'isolement, et du travail solitaire, je crois que ça revient très vite, très souvent. C'est-à-dire que, d'ailleurs, c'est quelque chose qu'il faut se poser aussi pour Emmanuel Macron. Ah, je pense que c'est un syndrome que tous les présidents vivent à un moment donné de leur septennat, de leur quinquennat. Voilà, on est passé à 5. Mais c'est ce moment où on est pris en tenaille on est écrasé par les demandes de plein de personnes, par les besoins, par les réalités, et où en fait on sent bien que son idéal et ce qu'on avait envie de faire commence à être prisonnier finalement de certaines réalités. Et là, c'est la question de savoir de qui on s'entoure pour essayer de sortir de cette tenaille-là. Et il a fréquemment, par exemple, je pense à Nicolas Sarkozy aussi, oui. il était comme ça, avec un élan au départ de son quinquennat, qui était plein d'espoir, d'ailleurs très volontaire aussi au niveau écologiste. Et puis, à un moment donné, ça s'est resserré comme ça, parce que sa vraie conviction et son vrai modèle n'était pas celui-là. Il voulait se dépasser lui-même. Mais à un moment donné, il a été rattrapé par l'étau des réalités. Et à ce moment-là, il s'est entouré de personnes, à mon avis, qui étaient des mauvais conseillers. Mais ça, dans le syndrome de la tour d'ivoire, chez un président, c'est très critique. C'est-à-dire, à un moment donné, il ne s'entoure que de quelques personnes. Et si ces personnes-là sont toxiques, ça peut tuer son mandat. Ça a été le cas avec, comment il s'appelle, Fourisson, non pas Fourisson, non. Buisson. François Buisson, je crois. Fourisson, je crois pas, mais Buisson. Pas François, d'ailleurs. Non, Patrick Buisson. Voilà, merci, qui a été une sorte de conseiller comme ça, qui lui faisait ses discours et qui était un peu d'extrême droite. Enfin, voilà, qui à un moment donné, a prétendu le protéger et finalement l'a enfermé dans une sorte de tour d'ivoire. Et je pense qu'Emmanuel Macron est dans un moment critique de son mandat où il faut qu'il sorte ça. Et moi, je sais que quand on porte un combat associatif ou politique, il y a un moment donné, on a envie, on se sent seul comme ça, et on a ou bien on a envie de tout porter soi-même et essayer d'aller au fond comme ça, et on s'isole, et finalement, au moment donné, on se retrouve tout seul, et à la moindre difficulté, on est balayé, en fait, ou on se décourage soi-même. Ou bien d'avoir une équipe qui va dans mon sens et qui me remet pas en question. C'est ça. Mais je pense que quand on a un défi et qu'on a une vision qui va très loin, l'équipe se restreint très vite. Bon. Alors, je pense que déjà, là, on a une première leçon, puisque là, l'objectif de cette partie, c'est d'avoir quelques leçons concrètes que nos auditeurs peuvent s'approprier le cas échéant pour leurs engagements. C'est attention à l'isolement, à la solitude et à la tentation peut-être humaine de s'entourer à un moment donné d'une équipe qui ne me challenge plus peut-être. Hein. Oui, tout à fait. Une équipe de personnes qui finissent par dire oui avant même qu'on ait posé la question. Voilà. Oh, jolie formule. Ben oui, j'allais dire tu as des gens qui autour de toi quoi. ne te voilà. OK. C'est ce que j'allais dire. La cour, ça tue tous les rois. La course, ça tue tous les rois. Les formules, ça y va aujourd'hui. Alors, et puis alors, je vous rappelle que si la cour tue tous les rois, c'est la révolution, mais nous ne sommes pas sur des questions de révolution, mais de transition. Ah ouais, d'accord. Parce que ça ne fait souffrir personne. Ça ne devrait faire souffrir personne. J'ai retenu ce qu'a dit David tout à l'heure. Sur le thème des leçons d'engagement, désengagement, Bernard. Alors, je l'ai dit tout à l'heure juste en intro en disant que je pense que la politique de la chaise vide n'est pas la bonne. Tu je veux dire par là que quand on est face à une question, à une situation qui nous intéresse, où on pense qu'on a un certain nombre de compétences, de choses à apporter, eh ben il faut pas hésiter à retrousser les manches et puis à dire j'y vais. Tu disais entrer dans l'arène, on peut dire mettre les mains dans le cambouis, tout un ensemble d'expressions qui veulent dire que on s'y colle. OK. Moi je pense que
la chose la plus importante quand on est dans ce genre de démarche d'engagement, c'est de garder ces principes. D'ailleurs, c'est ce qui fait que Nicolas Hulot a rendu son tablier. Il a rendu son mandat en disant là, stop, je peux plus parce que je me mens à moi-même. Et je crois que c'est là le critère le plus important, c'est que dans mes engagements, j'y vais. Ok. Mais jusqu'où je vais? D'accord. Tout à l'heure, Marc parlait d'arbitrage. Tu lui as demandé si c'était des compromis. Oui. C'est là où moi je mets le mot compromis. Est-ce que en continuant, je réalise des compromis et je me compromets du coup. Voilà. Ok, donc le thème de la fidélité à soi, je trouve intéressant comme leçon. D'ailleurs, ça me fait penser à un passage biblique, c'est entre guillemets de calculer la dépense avant. C'est-à-dire, ok, j'y vais pas naïvement, et jusqu'où je suis prêt à m'investir et à prendre des coups, parce que quand on va dans l'arène, on prend des coups et on est critiqué. Ça, c'est inévitable. Jusqu'où je suis prêt à aller et à assumer ce choix, et quelle va être la limite à partir de laquelle je pense que du coup je me compromets, quoi. Hein, tout à fait. Merci Bernard. Marc, sur le thème des leçons. Même si c'est... Et en plus, tu as une expérience, comme tu nous l'as dit. C'est certainement une réalité. Je suis quand même un peu gêné quand on emploie le terme d'arène. Pour l'engagement politique. Okay. Bien sûr, c'est une réalité qui peut exister. Mais si c'est cette réalité-là, je veux dire, c'est pas très engageant et de moins en moins de personnes vont accepter d'aller dans l'arène qui est une arène d'abattoir. Hein, c'est l'arène à la référence de Rome et de ceux qui s'y retrouvent, ils terminaient par la mort. Donc, je ne suis pas sûr que ce soit ça la politique. C'est peut-être ça, mais si nous ne travaillons pas à faire que la politique ne soit pas ce type-là, mais soit des types d'engagement démocratique, de construction dans le dialogue pour essayer de préparer des évolutions incontournables et inévitables de notre société. L'accent que je voulais mettre, c'est un autre point, c'est le rapport entre ce que je dis et ce que je fais. Je crois que nous sommes de plus en plus dans une société où, que ça soit la politique, que ça soit les églises, disent des mots, parlent, s'engagent au niveau de la parole, mais que les faits, les actions et les actes mis en œuvre concrétisent complètement ce que nous disons. Et pour moi, ça c'est une question fondamentale parce que à partir de là, nous perdons tout crédit. Si nous ne faisons pas ce que nous disons, et c'est malheureusement ce qu'on reproche beaucoup à la politique, et c'est d'une certaine manière le catalyseur de Nicolas Hulot. On s'est engagé à quelque chose, on le dit, on le répète dans les mots, mais dans le concret, dans les choix politiques que nous faisons, nous ne le faisons pas, ne nous engageons pas. Eh bien ça, pour celui qui y croit, pour celui qui s'est engagé, je peux vous dire quelle frustration. Parce que, au-delà du compromis, il faut qu'on avale de sacrées couleuvres pour ensuite continuer vis-à-vis de l'opinion publique, vis-à-vis de nos électeurs, de dire « mais si, on essaie ». On essaie, sauf que le résultat, il n'est pas là. Alors, voilà, ça c'est pour moi quelque chose, et j'y reviendrai tout à l'heure sur l'aspect évangélique, parce que je crois que Jésus nous donne le parfait exemple de ce qu'il faut tenter de faire. Le dernier point que je mettrai en avant, c'est la difficulté. Je crois qu'il ne faut pas se le cacher face à la transition énergétique, face à l'amélioration des conditions de notre planète demain, sur les paradigmes qui sont les nôtres aujourd'hui, sur le fondement de ce qu'est notre société, je suis persuadé que nous ne sommes pas en capacité de pouvoir changer quoi que ce soit pour une amélioration de notre planète. Et donc, comment faire ce chemin de transition qui soit acceptable par tous, mais qui soit réel? Je pense que c'est un énorme défi et je crains malheureusement que ce soit compliqué. Et cette complication, elle amène aussi à faire que l'engagement politique, je suis très inquiet, on est à 2 ans des municipales. Je pense qu'aux prochaines municipales, encore plus qu'aux dernières, on va trouver de plus en plus de communes qui auront énormément de mal à avoir des candidats qui acceptent
d'être candidat ou candidat, qui je... accepte d'être maire. C'est-à-dire que derrière, la responsabilité du citoyen pour s'engager dans la vie politique, et je ne parle pas d'arène, eh bien, il est de plus en plus défaillant. On l'a vu d'ailleurs tout récemment avec la démission d'un nombre de plus en plus important de maires qui disent stop, j'ai c'est plus possible. De mon beau-frère, par exemple, tout à fait dans un village alsacien qui, pour des raisons diverses et variées, m'a dit c'est juste, faut avoir les épaules bien carrées, quoi. Alors maintenant, entre la crédibilité de la parole publique, j'ai bien entendu, le paragraphe 4 du programme Macron, je m'engage à repenser notre organisation et nos modes de vie. Et après, il peut y avoir une différence au niveau des résultats. Mais est-ce que c'est pas la difficulté à un moment donné, en termes de leçons, de se préparer à la fois à être suffisamment vendeur et bankable, comme disent les anglo-saxons, c'est-à-dire qu'on m'achète, dans la démocratie, c'est qu'on m'élit, avec des généralités, repenser notre organisation et mode de vie, pour moi, c'est une direction générale, d'accord, parce que je veux pas non plus effaroucher et j'ai besoin de vote. Et en même temps, derrière, la capacité à traduire ça en résultats ultra concrets, il peut y avoir un gap, ce qui peut faire dire qu'effectivement, on dit des choses, mais on les fait pas derrière. Mais est-ce que c'est pas aussi notre responsabilité en tant que citoyen d'être éclairé et d'accepter aussi que ceux qui requièrent mes suffrages soient un peu moins généraux? Moi, quand je lis les tracts pour les élections, je suis effaré des généralités et des poncifs qui sont dedans, quoi. Ou alors, c'est ultra précis, et du coup, ça crée un clivage. Ah je suis d'accord, ou c'est n'importe quoi ce truc, jamais je voterai pour lui, quoi. Waouh, c'est ma culture aussi politique qui est mise en cause, quoi, non? Oui, quand même. Mais c'est clair pour moi, ça. Quand tu es très précis sur un plan technique, pour beaucoup de citoyens, c'est incompréhensible. Donc, dire, en quoi je suis mobilisé par ça, etc. Ou deux, c'est effectivement de créer très rapidement un clivage très fort, et tout clivage n'aide pas à avancer pour construire ensemble. C'est peut-être limite de la démocratie. Marc réfutait le terme d'arène et il disait que la politique c'était pas ça. J'espérais que ça. Tout à fait. C'est intéressant qu'il ait repris ça. C'est bien. Le terme lui-même normalement devrait faire référence à la vie de la cité, je crois. C'est ça. Politique, c'est la vie de la cité. Et là, on se rend compte qu'on n'est pas sur la gestion de la vie de la cité, un peu comme Marc l'évoquait, avec les arbitrages nécessaires, avec derrière ce à quoi il faut s'attendre, parce qu'on va se retrouver face à quelque chose de difficile. Mais ça rentre dans les modes de vie, peut-être. Bernard, quand il me regarde comme ça, je ne sais plus où me mettre. Mais c'est vrai à ce point. Je vais enlever les lunettes. À noter que Bernard a une Suisse bleu foncé qui lui va très bien. Merci. Dans un instant, notre éclairage biblique et spirituel. Éclairage, éclairage, éclairage. Sur une tendance de société, sur une actualité, un débat pluriel et surtout, de bonne foi. Éclairage. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez dans ce premier numéro d'éclairage de la saison 2 et bien sûr merci à vous qui êtes toujours là. Alors troisième partie de cette émission consacrée aux leçons personnelles qu'on peut tirer de la démission de Nicolas Hulot, une partie éclairage biblique et spirituel puisque je rappelle que le but de cette émission c'est d'avoir un regard pluriel et de bonne foi sur ce qui compose notre actualité. Admettons que je sois chrétien, que la Bible est un livre de chevet, que c'est une inspiration pour ma vie, que je sois très croyant ou simplement peut-être sympathisant, et que je me pose des questions de m'engager dans la vie de la cité, quelle que soit sa forme. Est-ce que j'ai des inspirations biblique? Est-ce que Jésus, par exemple, me donne un exemple? Parce que je pourrais quand même objecter en disant que je vois une certaine distance dans le message biblique entre les affaires terrestres et les affaires célestes. Et je parle même pas de César à qui il faut rendre ce qu'il faut rendre. Ok, je parle bien d'autres passages comme dans l'Ancien Testament, par exemple, Psaume 46, 3 et verset suivant. Et il y en a beaucoup des versets comme ça qui nous disent en gros, les gars, allez-y, mais vous faites pas trop d'illusions. Les grands de ce monde, à un moment donné, vont avoir leurs propres limites, ok. Et n'en attendez peut-être pas un changement, on va dire, cosmique ou révolutionnaire. Il y a beaucoup de versets qui vont dans ce sens. Alors, il y a peut-être d'autres versets qui vont dans un autre sens. Comment je peux être inspiré, moi, bibliquement? David hoche la tête, c'est bon signe. C'est parti. Il nous reste 8 minutes. Oui, alors justement, je vais essayer d'être concis pour laisser que tout le monde puisse partager quelque chose là-dessus. Merci. Moi, il y a deux choses auxquelles je pense.
sur cette question de l'isolement, je trouve que c'est intéressant parce que c'est en fait de savoir si il y a des choses qui vont se faire de notre vivant, entre guillemets, notre vivant politique ou tout ça, ou il y a des choses qui vont nous survivre aussi, parce que il y a des choses qui mettent du temps à maturer et à mûrir et à donner du fruit. Et parfois, on n'est même pas là pour le constater. Et le geste qu'a posé Nicolas Hulot dans ce cirque médiatique qui aura tout fait et qui donne tout sous forme d'une arène, sous forme d'une sorte de combat épique et voilà, bon, tout ça c'est l'écume. C'est l'écume de la réalité. Tout à fait. Ouais. Le fond de la réalité, c'est qu'il y a des choses des choses qui sont marquées à un moment donné et qui ont une influence sur tout l'avenir. Et je pense à une chose, c'est que le Christ lui-même, il y a eu des moments où il a été très isolé d'ailleurs. C'est quand on voit sa vie, à un moment donné, il y a une sorte de resserrement aussi comme ça. Je veux dire, à un moment donné, la population qui semblait le soutenir, à un moment donné, s'est même retournée contre lui. Il y a eu un doute. Il y a eu des moments d'isolement terribles. Oui. Il est mort seul. Voilà, c'est abandonné de tous. Mais moi, je trouve que c'est très marquant, ce fait. On dit voilà, il a tiré des foules, oui, pendant un moment. Pas que. Et à un moment donné, s'il y a eu une sorte de resserrement. Merci de le rappeler, David. Et il était seul. Même ses disciples, à un moment donné, arrivaient plus à le suivre. Ok. Ils s'endorment. Voilà. Mais il y a eu quelque chose derrière qui a donné un fruit incroyable, inimaginable, qui semblait même l'étonner lui-même. Et voilà. Donc il y a ça déjà. Donc, n'oublions pas que les fruits mettent du temps et je ne sais pas de quoi dans une perspective qui me dépasse, moi, par rapport à ma propre carrière, mon propre investissement et me fixer en héritage. C'est ça. Première leçon biblique, intéressant. J'en ai une deuxième. Écoute, je le dis comme ça après. Alors, quand on parle de personnes qui hochent la tête, là, à ma droite, ça y va. Hein, donc, c'était pour dire, il en a une deuxième, j'attendais la deuxième. La deuxième, c'est, moi, je pense toujours à cet événement qui est à peine raconté, c'est quand Jean et André quittent leur père Jacques, qui étaient pêcheurs, et ils répondent à l'appel du Christ. Et ils quittent vraiment un rivage pour aller vers quelque chose de très différent en suivant la confiance. Et moi, je m'imagine toujours, j'essaie toujours de se dire qu'est-ce qu'ils ont dit à leur père pour dire maintenant, on va changer les choses, on va changer notre vie. On n'est pas en train de te quitter toi, on est en train de démarrer une nouvelle vie et tout ça. J'essaye d'imaginer ce qu'ils ont dit pour rassurer leur père et en même temps ne pas renoncer à cet appel. Ok. Moi, très bref, comme ça, mais Bernard, Marc pourra... Oui, mais alors, du coup, si très bref, t'as le droit de réintervenir tout à l'heure. Non. Je suis très attaché à l'équité du temps de parole. Mais il y a aucun souci. Moi, j'ai, en écho à la question que tu poses, j'ai cet épisode où Jésus rencontre un gars qui est blindé aux As, et le gars lui dit, bah attends, moi je veux avoir ma place, moi aussi, dans le royaume dont tu parles. Je lui dis, non, mais va d'abord t'occuper de ton prochain, va vendre et puis donne aux pauvres. Et le gars, il a rien compris. Et c'était un changement on sait pas ce qu'il a fait après. Mais toujours est-il qu'à la fin de l'entretien, il part triste. Il n'a pas eu la réponse qu'il voulait. Viens avec tes moyens. Et là, je pense que c'est un parallèle peut-être avec le système qu'a dénoncé Nicolas Hulot en claquant la porte. Le système capitaliste. Et alors du coup, voilà. Et c'est dans ne pas penser qu'il y a un système capitaliste ou autre, peu importe. Ne pas penser qu'il y a un système qui va nous en sortir, mais que c'est dans notre relation à l'autre que là le changement. Très intéressant. Merci beaucoup. Bah, du coup, c'est très explicite comme leçon personnelle. Si je souhaite profiter de cet événement pour en tirer des leçons personnelles, c'est qu'à un moment donné, je peux à la fois avoir une certaine méfiance ou un certain recul par rapport à un système, mais faire confiance à ma capacité à travers mes relations à peser quelque part. Donc ça, je trouve ça intéressant comme leçon. En ayant la préoccupation de l'autre. En ayant la préoccupation de l'autre. Merci beaucoup. Marc? Ce qui me frappe toujours dans l'évangile, c'est quand même constamment l'appel que Jésus a fait à chacun pour, se lever, 2, le suivre, et le suivre pour servir ses frères. Je disais tout à l'heure la crédibilité entre la parole et l'action. Si Jésus a eu peu à peu les foules qui venaient vers lui, ça n'est pas que par ses paroles, c'est par les actes qu'il posait. Ce sont ces actes-là qui surprenaient. Tiens, là, il a guéri. Là, il a été attentif. Là, il a permis à une personne de changer de vie. Je crois, pour moi, dans mon engagement politique, c'est aussi de dire oui, nous sommes en capacité d'être appelés pour changer la vie dans l'attention et le respect qu'on porte à l'autre. Que notre devoir,
pour moi mon devoir de chrétien, mais mon devoir de citoyen, c'est d'être attentif à ce que l'autre, mon voisin, vit, et de voir avec lui comment je peux mieux vivre. Voilà, ça c'est pour moi au cœur de l'évangile. Alors après, on peut se dire, est-ce que c'est en prenant la responsabilité politique avec, d'une certaine manière, effectivement, la Bible le dit à plusieurs reprises, les limites de ce pouvoir politique au regard, d'une certaine manière, de ce qu'est la vie au regard de la résurrection. C'est-à-dire qu'il y a à un moment donné quelque chose qui est pleinement vie, mais qui dépasse notre simple réalité de vie quotidienne. Mmh. Et que pensez-vous également des différents passages bibliques dans lesquels Jésus semble dire écoutez, vous êtes sur terre, respectez en gros l'autorité, les autorités établies, jusqu'au point où effectivement on vous demanderait de faire des choses qui du coup ne seraient pas conformes à votre foi. Que pensez-vous de ce semblant peut-être de statu quo? Moi, je sens une certaine distance par rapport aux affaires terrestres. J'irais dans le sens peut-être de ceux qui disent mais nous sommes que passagers sur cette terre, même si nous avons une mission peut-être. Du coup, c'est un peu risqué quand même de faire cette interprétation, non? Parce que je pourrais être tenté de me désengager. Non? Moi, je crois qu'en fait le chemin de Jésus, c'est un chemin de nouvelle alliance. Uh-huh. C'est de pouvoir dire la manière dont nous regardions la loi au nom de Dieu n'était sans doute pas la bonne manière. Si cette loi vous amène finalement à, 1, ne pas être attentif à votre voisin, à votre frère, 2, à ne pas ouvrir vos bras à l'écoute de la miséricorde de Dieu, cette loi n'a pas d'utilité. Donc on est dans un registre, à mon avis, un tout petit peu différent. Mmh. C'est de dire la confiance pleine et entière. Je suis pas sûr que je sois en capacité de la donner à un homme ou à une femme politique, du temps de Jésus comme aujourd'hui. Par contre, je peux la donner pleinement. Parce que il est Père aimant, quoi que j'ai fait, qui que je sois. Bon, et on s'approche de la fin, David. Moi, ce que je pense, c'est que on n'a pas besoin de faire des plans très complexes sur notre intention pour le monde. Parce que je pense que la plupart du temps, on répond en fait à un appel, on réagit à une situation qui nous est proposée, et cette situation, on sait très bien que cet appel, il nous est fait à nous et qu'il s'agit d'y répondre. Et on peut trouver toutes les raisons du monde, c'est l'expression, toutes les raisons du monde pour ne pas y répondre, parce que il faut être réaliste aussi, les enfants, la famille, le travail, tout ça, voilà. Mais on sait très bien que cet appel, il est pour nous à ce moment-là. Voilà. Et donc l'humanité en entier, c'est une addition d'appels qui vont comme ça. Et moi, ce que je pense, c'est qu'il y a quand même une vraie convergence des appels. Et de la question écologique, c'est un appel convergent de toute l'humanité qui, au milieu de toutes les contraintes de sa vie, entend ça. Il y a quelque chose à changer chez moi, il y a quelque chose à changer avec mon voisin, pour les pays du Sud, pour ceci, pour cela. Et là, on peut trouver toutes les justifications du monde. Cet appel, il résonne, il crie. Et un Nicolas Hulot, lui, il y a répondu d'une façon directe, parce qu'il ne pouvait pas ne pas entendre cet appel qui lui était fait à lui, personnalité médiatique, avec de l'argent, avec une connaissance du monde qu'il avait parcouru. Il y a répondu. Il s'est pas posé la question, est-ce que je vais y gagner, perdre, ceci? Il a dû répondre. Il n'avait pas d'autre choix. Maintenant, il a senti qu'il y avait un autre appel qui était là. Il essaye d'y répondre. Enfin, peut-être qu'il a tort, peut-être qu'il se trompe, peut-être qu'il est déprimé. Mais voilà. Et chacun son cheminement. Hein. Attention, pas juger trop moi, vite, ce que je trouve, excuse-moi, je dis encore une chose. Le Christ, il est venu sur terre comme ça, mais à chaque fois, il était face à une personne et il a laissé faire généralement la personne. La guérison était souvent pas le point critique finalement de la réinsertion de la personne dans la société. C'était de quelle façon la personne se voyait elle-même et de quelle façon après elle rentrait de nouveau dans une vie sociale. Par rapport aux aveugles, aux lépreux, ça c'est très marquant. Il était là, il a fait les petits gestes qui faisaient que la personne pouvait après décider de son destin de nouveau. Mais elle était quand même en responsabilité de cette décision.
Ok, très bien. Merci pour ces apports spirituels et bibliques. Pour ma part, je dirais que effectivement, la notion d'appel, c'est quelque chose qui doit faire sens pour moi. Et qui suis-je pour juger qu'un tel décide d'aller en politique, un tel, pour d'autres raisons, va décider de ne pas y aller et que peut-être sa forme soit différente. Et peut-être d'ouvrir en disant que, pour reprendre que politique, c'est aussi avoir un impact sur la vie de la cité, c'est que nous rappeler que chacun dans nos vies personnelles, nous sommes déjà des témoignages et des lumières, et qu'en ce sens, nous pouvons impacter les cercles dans lesquels nous évoluons, et en tout cas avec le respect d'un certain nombre de comportements, notamment qui bannissent le mensonge et l'hypocrisie. Donc à voir aussi si l'engagement dans lequel je m'apprête à aller me permet de m'exonérer de ces travers qui, pour le coup, pour moi, sont assez rédhibitoires, et c'est certainement ce qui a précipité aussi le départ de Nicolas Hulot. Et ben voilà, c'était notre première émission de la saison 2. Saison bien démarrée. Absolument, tout à fait. Moi, je suis ravi de vous retrouver. Et chers auditeurs, chères auditrices, à très bientôt pour une prochaine émission Éclairage. Au revoir. Au revoir.